Donc bienvenue au Salon du Livre de Montagne de Passy pour cette 31e édition qui se déroule donc en plein été dans un invincible automne. Et pour introduire donc cette causerie sur les versants intimes de nos invités, Belinda Cannon, Étienne Klein et Fabrice Lardreau, nous avons demandé à Michel Zalliot, qui est le président d'honneur de cette 31e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, de faire une introduction qui montre sa vision charismatique et très ouverte de la montagne. Son versant intime à lui. Michel Zalliot. Bonjour. Le livre de montagne, comme le livre de la mer, des océans, des déserts, des grands espaces, comme le livre tout court d'ailleurs, est un formidable vecteur d'ouverture sur le monde. Il est, ou du moins il devrait être, le dénominateur commun de découverte, de compréhension de ce monde qui parfois nous échappe. Il est l'indispensable outil qui mène vers la tolérance. Lorsque nous arrivons au sommet d'une colline, d'une montagne, d'un pic, d'une aiguille, l'horizon se dégage. Lorsque nous voyageons, parfois juste à côté, si notre œil, notre regard sont assez acérés pour se poser au bon endroit, notre esprit s'éveille à l'autre, au discret, à celui qui vit d'une autre manière. Lors de nos voyages, si nous sommes disponibles et pas trop enfermés à fixer uniquement les pierres des musées ou des montagnes, nous sommes submergés par les sourires et les rires de ceux qui nous accueillent. Alors la question est de savoir pourquoi, nous qui sommes si friands de découvertes et de rencontres, pourquoi nous avons tendance à fermer nos portes, nos frontières, à ceux qui n'ont pas la chance de vivre dans un pays de cocagne. Pourquoi nous mettons autant d'énergie à repousser ceux qui nous hébergent en d'autres lieux, autant d'énergie à déployer des barrières devant ceux qui nous accompagnent volontiers sur les sommets convoités? Pourquoi nous sommes si méfiants envers ceux qui subissent trop souvent les conséquences économiques ou écologiques de notre mode de vie? Les livres sont là pour nous aider à trouver des réponses et je conseille modestement à ceux qui ont trouvé dans les hauteurs Et je conseille modestement à ceux qui ont trop de certitude à lire nos amis écrivains montagnards qui ont trouvé dans les hauteurs des zestes d'humanité. Puissions-nous tous construire sur les sommets du monde des portes ouvertes aux hommes et aux idées, et puisse ce nouveau salon du livre de montagne de Passy en être l'une des pierres bâtisseuses. En attendant, tous ici, présents, devront être les passeurs de cette tolérance et de cette compréhension de l'autre, sans qui la vie n'a pas de sens. La montagne ne peut échapper aux tourments de la société, mais que ce soit l'Africain, l'Afghan, le Parisien ou le Chamonniard, il serait dommage qu'au sommet du Mont Blanc, les vaccinés et les anti-vax s'étripent au nom de la liberté. Comme nous dit Étienne Klein avec ses mots choisis, la nuance, chers amis, la nuance qui rime si bien avec la tolérance. Merci donc à vous d'être présents, merci aux conférenciers de ce soir et je leur laisse volontiers la parole. Bonne journée. Merci beaucoup Michel de nous avoir rappelé que les livres nous éveillent, qu'ils nous élèvent aussi et qu'ils nous offrent le privilège de découvrir la nature et notamment en montagne, quelle que soit la forme que nous y mettons. L'approche que l'on peut avoir de la montagne est une approche personnelle et chacun d'entre nous a accès à cet univers qui ne cesse de nous émerveiller. Et c'est le sens de la collection Versant intime qui est dirigée par Fabrice Lardreau aux éditions Artaud, de proposer à des auteurs connus de définir avec des mots simples et tout en nuances, avec toujours beaucoup d'ouverture sur les autres, leur rapport à la montagne pour nous ouvrir la voie, celle de la lecture et celle des beaux textes. Fabrice Lardreau, donc. Bonjour.
Oui, écoutez, donc on est très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, avec cette météo un peu particulière. La collection Version Intime a été fondée en 2018. Elle a commencé avec 2 auteurs qui sont Philippe Claudel et Michel Butor. Et en réalité, un des titres de la collection qui s'appelle Le lieu essentiel de Philippe Claudel, je trouve engageait assez bien le travail que j'ai voulu mener. C'était l'idée d'aller rencontrer, d'aller discuter avec des écrivains, mais aussi des scientifiques, des voyageurs, de la montagne qui d'une certaine façon, pour eux tous, c'est un petit peu leur lieu essentiel, et de comprendre ce que ce lieu, de Étienne Klein parle de la montagne comme son topos, et donc de comprendre ce que ce lieu, ce que ce milieu, ce que cette topographie avait comme importance sur leur parcours d'être humain, d'artiste, de scientifique, et d'essayer au fil de livres d'entretien de les faire se raconter, et en les faisant se raconter, de comprendre encore une fois comment la montagne a une incidence souvent profonde sur leur manière de vivre, mais aussi d'écrire, de voyager et d'appréhender le monde. Et donc on a autour de moi deux auteurs de la collection, qui sont donc Belinda Cannon et Étienne Klein, et je pense que beaucoup mieux que moi tout à l'heure, ils expliqueront ce rapport qu'ils entretiennent à la montagne et ce verso intime qui vous feront partager. Voilà. Donc, ouais. Donc, le temps que l'on bouge la table, donc je vais vous présenter Belinda Cannon et Étienne Klein. Donc, Belinda Cannon est essayiste et romancière, elle est professeure de littérature comparée à l'université et elle est aussi une randonneuse qui nous apprend à marcher et nous apprend à contempler les beautés simples du monde. Et elle nous offre cette année dans la collection Versant Intime un très bel ouvrage, La forme du monde. Et puis elle n'a cessé de nous inviter à nous émerveiller devant tout ce qui nous entoure. Belinda Cannon, quelle est votre approche de la montagne? C'est une approche qui était une approche simple, si l'on peut penser que la randonnée est quelque chose de facile. Je vais vous répondre de plusieurs façons, parce que je voudrais d'abord rendre hommage à Fabrice Lardreau avec sa collection Versant Intime. Si vous m'entendez, oui. Bon. Alors, non, je vais raconter quand même cette petite anecdote qui vaut son pesant d'or. Pendant 10 ans, on en reparlera peut-être, mais j'aime la montagne, je l'aime. Hier, quand je suis arrivée, que j'ai retrouvé à partir de Salanches la vision du massif, là, c'est vraiment pour moi une émotion très profonde et une joie très profonde. Et pendant 10 ans, donc, disais-je, à part ça, je suis venue à Chamonix dans les années 90, marcher, faire des randonnées et écumer toute la vallée. Et puis après 2000, pour différentes raisons personnelles, je dirais, j'ai arrêté de marcher. Et un beau jour, Fabrice Lardreau, que je connais depuis qu'on était à la maternelle ensemble, Fabrice est venu me voir en me demandant de faire un entretien pour la très belle revue La Montagne et Alpinisme, en me disant j'invite des personnalités diverses à parler de leur rapport avec la montagne. Et je lui ai dit, moi, Fabrice, parler de la montagne, t'es sûr qu'on va trouver quelque chose? Enfin, vraiment, je ne savais plus et je ne savais pas tout ce que j'avais à dire sur la montagne. Et donc, on a fait un entretien et pendant 2 heures, c'est comme si, vous savez, le sourcier qui va tout à coup faire jaillir la source, tout à coup, je me suis aperçue que la montagne irriguait absolument, par exemple, irriguait toutes les métaphores, toutes les images que j'avais des représentations de la vie, les représentations de l'écriture, les représentations de l'effort, de la joie, que chaque fois que je voulais parler de tous ces grands sujets qui me tenaient à cœur, j'avais comme référence ou comme image la montagne. Outre donc le fait que j'aimais beaucoup marcher, traverser ces paysages. Et donc c'était une expérience incroyable, c'est-à-dire que Fabrice a fait ressurgir en moi l'importance profonde de la montagne dans mon imaginaire comme dans mes goûts.
Et ça a eu beaucoup d'influence parce que aussitôt après, je me suis remise à faire de la randonnée. Alors, donc merci Fabrice encore une fois. Et puis on a fait ce livre, La forme du monde, donc, où cette fois je savais que j'avais des choses à dire sur la montagne. Et livre que j'ai conçu aussi un peu comme, c'est un essai et pas un entretien. Et c'est vrai que je l'ai conçu comme une espèce de mise en application de ce que j'avais essayé de dire dans S'émerveiller, l'essai que j'avais écrit 2 ans plus tôt autour de l'émerveillement, de ce que c'est que s'émerveiller, de comment et quand on s'émerveille, etc. Et alors oui, moi je suis, contrairement à Étienne Klein, moi je suis une randonneuse pure. Je ne fais pas d'escalade, je ne fais pas de trail, je ne fais pas de VTT, je ne fais rien de ces choses-là. Je fais de la randonnée, sérieusement, longtemps, je suis solide, mais ça n'est que de la marche. Et j'y tiens beaucoup parce que une des choses qui m'intéresse dans la marche, c'est précisément le mouvement de repli intérieur, de concentration à laquelle on arrive parce que l'effort est certes intense, mais régulier, sans vraie surprise, je veux dire sans rien qui empêche que la plupart du temps, on soit penché en soi-même aussi. Et c'est pour ça que j'aime la randonnée et que, au fond, l'escalade ou des choses plus compliquées m'intéressent moins. Je les crois très intéressantes, mais moi, elles m'intéressent moins parce que finalement, ce que je cherche dans la marche, c'est ça, c'est l'émerveillement et la concentration. Et ça demande que le corps ne soit pas tout le temps sollicité sportivement, si je puis dire. Voilà. Donc, vous voyez, je suis une petite montagnarde sans prétention. Si la montagne est pour Belinda Cannon une source d'inspiration, elle est pour Étienne Klein un élément d'aspiration. Étienne Klein est physicien, il est philosophe des sciences, producteur à France Culture, et il a signé dans la collection Versant intime Psychisme attentionnel et Psychisme ascensionnel. C'est beau. Et donc son rapport à la montagne est singulièrement différent de celui de Belinda. Bien, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Moi j'aime vraiment la montagne quand le temps est pourri, quoi. C'est-à-dire que quand on fait un ultra trail par exemple, on voit tout de suite la différence quand il fait mauvais temps entre les coureurs à pied et les montagnards. Les coureurs à pied, ils abandonnent, et les montagnards ils disent c'est super, on va en chier un max, etc. Donc là on est servi, et je vous remercie quand même d'être là. Alors, Belinda Cannon a écrit un livre qui s'appelle Le sentiment d'imposture. Et moi, je me sens un peu imposteur parce que sans Fabrice Lardreau, jamais je n'aurais eu l'idée d'écrire sur la montagne. Mais Fabrice Lardreau, c'est quelqu'un d'assez rusé. Il commence par vous contacter en vous disant est-ce que vous accepteriez un entretien pour montagne et alpinisme? Ça va vous prendre 10 minutes. Et voilà, alors on fait un petit entretien qui est publié, et puis il revient à la charge. Ce serait pas mal de faire un livre d'entretien. Alors on discute pendant des heures, et il arrive à nous faire dire des choses qu'on n'aurait jamais dites s'il n'avait pas l'art de poser les bonnes questions. Et puis une fois que l'entretien est terminé, il le retranscrit, et il dit ce serait pas mal de trouver 5 textes qui parlent de montagne, que vous pourriez choisir. Et puis vous écririez un commentaire, voilà. Et ça donne un livre dont mes enfants me disent que c'est le seul qu'ils ont lu. Parce que les livres de physique, ils s'arrêtent après l'introduction. Et donc je voulais rendre hommage à Fabrice qui a l'art de nous faire parler de la montagne, mais aussi de tout ce qu'il y a autour, puisque la montagne, c'est un lieu de connexion privilégié avec tout ce qui n'est pas elle. Donc dans ce livre, on parle de physique, on parle de famille, on parle de l'esprit de cordée, on parle de choses qui se sont mal passées en montagne, d'autres qui se sont très bien passées. Et pour le dire de façon très brève, moi j'ai pas du tout dans ma famille une tradition montagnarde. J'ai découvert la montagne à 20 ans. Je suis arrivé à Chamonix par un train de nuit. J'ai été émerveillé.
mais j'ai jamais pensé que je pourrais faire de l'alpinisme. Pour moi, les alpinistes, j'avais vu une cordée de Polonais qui descendait du Mont Blanc par le glacier des Bossons. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Les types, ils avaient l'air complètement dans le gaz. Et je m'étais dit que ces gens-là étaient des post-humains. Donc j'ai fait de la randonnée pendant 10 ans, avec des amis que je choisissais. Je prenais des polytechniciens autistes et des filles mal dans leur peau. Et alors on a fait le Tour du Queyras, le Mercantour, le Gévaudan en Corse. Et j'ai à mon actif 7 mariages. 7 mariages. Attendez. Ah. Mais dès qu'on parle de mariage, c'est l'orage. 7 mariages pluvieux, 7 mariages heureux, j'imagine. Donc je vais arrêter de parler de mariage parce que dès que j'en parle, l'orage éclate. Mais quand même, je tiens à dire que sur les 7 mariages créés pendant 10 ans de randonnée, il n'y a eu qu'un seul divorce. Et le couple qui a divorcé vient de se remarier. Incroyable. Alors, bon, ensuite, au bout de 10 ans, je me suis mis à l'alpinisme avec Bruno Martin, un ami guide. Et voilà, depuis, j'ai pas cessé. Donc, en effet, comme l'a dit Fabrice, la montagne, c'est mon topos. J'ai besoin d'y venir, sans quoi ça va pas bien. Et je sais pas si vous connaissez ce philosophe phénoménologue qui s'appelait Henri Maldinet, qui a écrit beaucoup sur l'art et sur la montagne. Et il disait, l'existence, c'est une exclamation dans le vide éclaté. C'est une phrase que j'ai jamais comprise. Mais il y a 2 fois existence, exclamation. Et donc ça veut dire que l'existence, ça veut dire, c'est pas la même chose que vivre. Exister, c'est sortir de quelque chose. La question, c'est de quoi? Eh bien moi, il me semble que l'existence, c'est l'art d'aller se faire voir ailleurs pour vérifier qu'on existe encore. Et la montagne, c'est un peu ça, c'est l'art d'aller se faire voir ailleurs pour vérifier qu'on est vivant. Et ça marche à tous les coups, sauf quand ça se passe très mal. Donc voilà ce que je voulais dire. Et puis évidemment, ça a été dit, moi je pratique l'alpinisme, parce que l'alpinisme pour moi, c'est jamais en solitaire, c'est toujours en cordée. Et l'esprit de cordée, je trouve ça magnifique. J'ai jamais eu d'aventure en cordée qui se soit mal passée. Je pense à la phrase de Camus. Camus disait « Un homme, ça s'empêche ». Un homme, ça s'empêche. Ça fait pas n'importe quoi. Et il me semble que dans une cordée, pour des raisons évidentes, on fait pas n'importe quoi. On est responsable de soi-même, de la vie de l'autre. C'est réciproque. C'est une relation symétrique, même s'il peut y avoir un premier de cordée. C'est quand même une co-responsabilité. Et ça fait des relations humaines beaucoup plus fortes. En plus, l'esprit de cordée a une anagramme que je trouve intéressante. L'esprit de cordée, ça donne code de prêtrise. Et chez les guides, il y a un peu ça. Hein. Et voilà. Et je voulais aussi dire que la collection que dirige Fabrice Lardreau, qui s'appelle Versant intime, a une anagramme dont Fabrice n'avait pas connaissance, qui est sentiment vrai. Voilà. Et ben en montagne, on a des sentiments vrais, plus que dans la plaine, me semble-t-il. Voilà, merci Étienne Klein, dont je rappelle qu'il est aussi l'auteur de Anagramme renversante, dont il nous a fait un exemple tout à l'heure. Si l'alpinisme est une affaire de cordée, la marche est plutôt un exercice solitaire qui permet de s'ouvrir à soi-même et de prendre peut-être davantage le temps de contempler ce qui nous entoure et de s'émerveiller sans doute. Oui, alors
Quand j'ai écrit ce livre sur l'émerveillement, s'émerveiller, l'émerveillement qui m'intéresse, ça n'est pas l'émerveillement devant les choses extraordinaires, mais au contraire, c'est l'émerveillement devant le monde modeste. Parce que l'émerveillement, quand on parle d'émerveillement, on peut parler d'émerveillement devant des objets merveilleux, devant le Mont Saint-Michel, devant le Mont Blanc, devant... L'émerveillement qui a toujours retenu mon attention, sur lequel j'ai eu envie de réfléchir, c'est l'émerveillement que j'appelle modeste, non pas parce qu'il serait un sentiment faible, mais parce qu'il est à notre portée tous les jours, dans des tas de situations de la vie ordinaire. L'émerveillement qui m'intéresse, c'est celui qui peut arriver parce qu'il y a une lumière particulière sur un champ, parce qu'il y a un chant d'oiseaux soudain qui nous surprend. Un émerveillement à la portée de tout le monde, tout le temps, presque tout le temps, parce qu'en réalité, pour y accéder, il faut être dans un état d'être, dans un état de vigilance et de concentration particulier. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que évidemment, avec la montagne, on est au contraire dans une forme d'émerveillement qui nous vient devant la splendeur quand même. Quand on est devant la Chaîne, quand on est devant le Mont Blanc ou même le Brévent ou ce que vous voulez, on est vraiment saisi par un sentiment de la grandeur du monde, de la beauté du monde, qui n'est pas complètement ordinaire et qui est un peu plus que cela, parce que la montagne est merveilleuse. Et elle nous donne un sentiment de l'existence, en effet, comme disait Étienne Klein, un sentiment de l'existence très particulier et une assurance d'être en vie aussi, parce que être dans la montagne, ça n'est pas une activité, même marcher, c'est évidemment pas une activité contemplative, c'est aussi un effort, c'est aussi une mise en œuvre du corps, du mouvement, des muscles, qui fait qu'en effet, on se sent vivant. Mais on n'est pas seulement devant le paysage. Une des choses qui m'a frappée dans mon existence, et qu'au début je ne savais pas identifier, c'est un sentiment qui s'appelle le sentiment océanique. Alors vous allez me dire que le sentiment océanique, pour parler de la montagne, c'est un peu bizarre, mais il se trouve que ce terme, sentiment océanique, c'est une expression qui a été proposée, inventée par Romain Rolland, l'écrivain du début du siècle. Il avait une correspondance avec Freud autour du sentiment religieux. Et Romain Rolland s'est mis à parler, à écrire, c'était des lettres, s'est mis à écrire à Freud et à lui parler du sentiment océanique. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous le décrire par ma propre expérience du sentiment océanique. 3 fois dans ma vie, j'ai éprouvé un sentiment océanique. C'est-à-dire le sentiment, non pas d'être devant le paysage, mais d'être dans le paysage, d'en faire partie, d'être de la même pâte, d'être tissé de la même étoffe que le monde qui nous entoure. Et pendant un temps incalculable, puisque dans ces cas-là, on ne sait pas trop combien de temps passe, le temps est suspendu et soudain, on fait partie de la pâte du monde. Pourquoi je vous en parle? Parce que sur les 3 fois où ça m'est arrivé, 2 fois, c'est devant la montagne. Comme si pour moi, il y avait un accès particulier à cet état d'être qui est le sentiment océanique à travers le spectacle de la montagne. Une fois sur le plateau d'Amparis, où il y avait toute la Chaîne devant moi, une autre fois en Corse, devant les gorges de la Restonica, qui sont pas de la haute montagne, mais qui sont un paysage vraiment montagneux. Alors je ne sais pas pourquoi exactement la montagne a suscité en moi ces 2 expériences fortes sur 3 du sentiment océanique, mais c'est un sentiment vraiment très intéressant parce que ce n'est pas seulement qu'on se sent vivant, qui est déjà un sentiment très joyeux qu'on peut avoir dans différentes circonstances où le corps est engagé. Là, au contraire, il y a comme un suspens, y compris du sentiment de son propre corps, parce que justement, on n'a plus l'impression d'être devant le monde ou de le traverser ou d'être le spectateur de ce monde, mais on a le sentiment intime, profond, indicible, de faire partie du monde, d'être tissé dans la même étoffe. Et ça, c'est une des choses qui est possible en traversant l'expérience de la montagne
du spectacle peut-être de la montagne, mais un spectacle qui soudain nous absorberait complètement. Donc voilà ce que je voulais dire, et de l'émerveillement et du sentiment océanique. J'ajoute que à la montagne, on a toutes sortes d'émerveillements, des émerveillements devant la splendeur, et puis aussi des émerveillements modestes, parce que parfois, ça peut être la douceur d'un pré, la douceur d'une rivière, ça peut être des choucas qui passent et qui se posent soudain devant nous. Il y a des tas de petites choses aussi qui relèvent de l'émerveillement modeste et qui sont liées à la montagne. Ce sentiment d'évoluer en toute liberté et de se sentir porté par la vague, malgré tout, la montagne est écrasante. Comment voyez-vous ce paradoxe? Là, je crois qu'il y a deux... J'aime bien dire, dans la vie, il y a deux sortes de gens. Eh bien, il y a ceux... Là, en l'occurrence, il y a ceux qui aiment la montagne et il y a ceux que ça écrase. Ma mère, pour ne parler que d'elle, déteste la montagne. Elle se sent écrasée par le spectacle de la montagne. Et je connais des tas de gens qui disent ça, que la montagne est écrasante. Je ne sais pas pourquoi. Moi, la première fois que j'ai vu la montagne, je l'ai découverte assez tard. J'ai habité Marseille depuis longtemps. J'avais 16 ans et on m'a emmenée à la montagne. Et soudain, devant moi, a surgi cette énormité de la montagne. Et là, c'est un sentiment, c'est inoubliable. Et je me souviendrai toute ma vie de cette première apparition de la montagne devant moi et de l'élévation, en effet, que la montagne produit en soi. Alors pourquoi elle élève certains et elle écrase d'autres, je n'en sais rien. En tout cas, la montagne peut entraîner un sentiment de bien-être et c'est ce que ressent Étienne Klein, pour lequel la montagne est également un espace où il se sent libre, mais où il se sent libre dans un monde qui est fait de contraintes. Oui, alors, non, mais c'est vrai, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui disent qu'il y a deux sortes de gens, et puis il y a les autres. mais moi, c'est en fait le paradoxe que vous relevez, il est véritablement un paradoxe. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas de personne qui pense que la montagne n'est pas belle. Alors, tout le monde trouve que la montagne est belle, mais tout le monde ne s'y sent pas à l'aise. Et la raison de cette éventuelle répugnance ou malaise qu'on ressent en montagne, j'en connais pas l'origine. Mais dans mes amis, par exemple, que j'ai emmenés en montagne, il y en a qui s'y sont épanouis, même certains qui s'y sont trouvés, et d'autres qui ont très vite considéré que c'était pas leur monde, c'était trop de douleur, de souffrance, d'efforts, et ils sont retournés à la plage. Alors que d'autres personnes vivent la plage comme quelque chose d'horrible, qui évoquerait le repos éternel. Et donc je ne sais pas si ça traduit des différences dans la psyché, je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui me concerne, je pense que je suis doté, d'ailleurs le titre que j'ai donné au livre est emprunté à Bachelard. Bachelard a écrit un livre, non pas sur la montagne, mais sur l'altitude, qui s'appelle L'air et les songes, dans lequel il y a un chapitre consacré à la philosophie de Nietzsche, dont il dit qu'elle relève d'un psychisme ascensionnel, qui consiste grosso modo à avoir le sens de la montée. Vous voyez quelque chose qui est au-dessus, et vous êtes aspiré par une force antigravitationnelle qui vous pousse à atteindre le sommet, et la descente vous apparaît comme une descente à tous les sens du terme. C'est une descente d'altitude, mais aussi c'est aussi une descente psychologique. On descend d'un état de concentration qui était celui qu'on avait pendant la phase de montée. Bon. Et moi, j'ai toujours ressenti ça comme une sorte de métaphore physique et géographique de la vie même. Dans la vie, il y a des moments de tension parce qu'on est appelé par un objectif, et une fois qu'il est atteint, avec succès ou non d'ailleurs, il y a une phase après de descente qui est réactivée par une nouvelle perspective de montée, etc. Et donc, sans aller trop dans le domaine de l'analogie, je trouve que la pratique de la montagne, de quelque façon que ce soit, est une métaphore de la vie même. En tout cas, on peut vous confirmer que la montagne est belle quand on la voit. Ce qui va... Quand on la voit pas, on imagine qu'elle pourrait l'être.
Mais on a les amis de Ramu qui nous disent régulièrement que le soleil reviendra, donc on est tranquille pour ce qui est de la fin de notre salon. En tout cas, le théâtre, la montagne est le théâtre de l'amitié. Et c'est aussi peut-être l'un des intérêts de la pratique de l'alpinisme, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, cet espace de rencontre, d'échange, et puis de possibilité d'aller tous dans une même direction. Enfin, moi, je ne veux pas parler de façon très générale, parce qu'il faudrait interroger tous ceux qui pratiquent la montagne pour voir si ils ont vécu les mêmes choses que moi. Mais en tout cas, moi, j'ai grimpé avec Bruno Martin, qui est un guide de Servoz, avec lequel j'ai fait mes premières courses. Et on grimpe depuis, quand je dis 30 ans, je me dis, il y a un problème, 30 ans. 30 ans ont déjà passé. On ne se voit quasiment pas en dehors de Chamonix ou de la montagne. On ne se voit pas ailleurs. Et on n'a pas vraiment besoin de se parler. On se parle pour se raconter des blagues. Mais quand on grimpe, on se comprend par la tension de la corde, par des messages implicites. D'autant plus que moi, j'ai une voix qui n'est pas forte. Donc, dès qu'il y a une longueur trop grande, il ne peut pas m'entendre. Donc, on communique autrement. Et ça procède de l'esprit de cordée, qui relèverait, si on peut prendre une métaphore de physique, de ce qu'on appelle une intrication, c'est-à-dire une interaction qui n'est pas médiée par la transmission d'un signal, qui est une sorte de corrélation très forte, qui n'a pas besoin d'être vectorisée pour être efficace. Mais bon, je ne sais pas ce que j'ai dit qui fait que le ciel se déchaîne. À chaque fois que je parle, il y a une censure. Je ne sais pas si on peut continuer. Vous entendez? Que ce soit dans l'alpinisme ou dans la randonnée, ce qui importe, c'est la connivence que l'on peut avoir avec le territoire et ce sentiment de partager avec autrui, certes, quand on est accompagné, mais de partager avec la terre, avec le paysage, quelque chose de privilégié. Je crois que aussi, enfin, c'est pas seulement le paysage, justement, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi l'idée d'une expérience physique, d'une expérience du corps. Et finalement, on est dans un moment de nos sociétés où le corps est de moins en moins sollicité pour travailler, se déployer, être dans l'effort. Et pourtant, il y a une joie de l'effort. Moi, j'aime beaucoup l'effort. Et pas du tout par masochisme, mais parce qu'au contraire, on se sent vivre jusqu'à la pointe de ses doigts de main et de ses doigts de pied. Le corps en mouvement, c'est une expérience capitale. Pas seulement, alors évidemment, c'est pas seulement dans la marche, on a tous différentes manières d'être en mouvement, mais évidemment, dans la randonnée telle que je la pratique, enfin, dans la marche de montagne, le corps est vraiment, au bout d'un moment, le corps est vraiment très sollicité. Et dans cette sollicitation, il y a une joie. C'est d'ailleurs très mystérieux. C'est une des choses qui m'a toujours le plus étonnée, le fait qu'il y a des moments dans la randonnée de montagne où on souffre, où on est vraiment fatigué. On a l'impression on est en train de brûler nos dernières forces. Enfin bon, c'est un peu excessif, mais où on est vraiment fatigué. Si à ce moment-là, une bonne fée descendait, disait « Allez, je vais te conduire jusqu'au sommet ou jusqu'au col avec un hélicoptère », pour rien au monde, on irait. On veut absolument s'épuiser jusqu'au bout. Et donc, c'est très curieux, finalement, de pouvoir subir
vouloir être dans un effort qui est très coûteux, qui est douloureux à certains égards et qui en même temps procure une immense joie. Ce couplage-là de l'effort épuisant et pourtant de la joie et du fait qu'on ne voudrait pour rien au monde renoncer à cet effort, c'est très particulier. Et je ne suis pas sûre de connaître ça ailleurs que dans la montagne, cette association des deux. Du moins, par beau temps, vous parlez de la joie grave, du silence et du recueillement que vous procure la marche. Oui, parce que je crois que s'il y a bien une expérience, je reviens un peu sur ce que disait Étienne Klein tout à l'heure, s'il y a bien un endroit où on peut se taire, c'est la montagne. Et je dirais même que c'est la preuve de l'amitié en montagne. Pouvoir marcher avec quelqu'un et pouvoir se taire pendant des heures à côté de quelqu'un, c'est une preuve d'amitié et c'est aussi, à mon avis, la meilleure condition de la marche. Parce que précisément, si on veut avoir cette façon particulière d'être à la fois concentré en soi-même et simultanément entièrement projeté par le regard dans le paysage qui nous entoure, là aussi on est dans quelque chose de très paradoxal, cette concentration en soi et ce regard jaillissant vers l'extérieur. Bien, si on veut vivre ça vraiment jusqu'au bout, profondément, il faut pouvoir se taire, il faut le silence, il faut marcher en silence. Et ça, c'est aussi... Mais c'est une preuve d'amitié, parce qu'il y a peu de gens avec qui on peut se tenir dans le silence pendant longtemps. Est-ce que la pratique de l'alpinisme, qui nécessite donc une concentration, beaucoup de silence aussi, j'imagine, est-ce que c'est une façon d'oublier les contraintes de la vie quotidienne ? Disons que l'alpinisme, ce n'est pas une expérience homogène du point de vue du rapport au temps et dans les phases, disons, délicates, où il faut être en effet concentré, il y a une centration du corps dans l'espace-temps qui fait que notre attention est entièrement projetée dans le présent. Il y a une très belle phrase d'Antonin Artaud qui dit « L'esprit devient mince comme une main ». C'est-à-dire que tout est concentré sur ce qu'il y a à faire dans les conditions où on se trouve. Et puis une fois qu'on a franchi l'obstacle, qu'on redescend, que ça devient plus facile, alors l'esprit se dilate après avoir été concentré un peu comme un gaz qui s'expand. Et ça donne une expérience qui ressemble, d'après ce que j'ai compris, à de la méditation. Moi, j'ai essayé de pratiquer la méditation. J'ai acheté des DVD, j'ai écouté des vidéos le matin à jeun. C'est horrible. Ça marche pas. Et en plus, j'ai compris que le but de la méditation, c'est de regarder les idées comme passent les nuages, en étant indifférent. On les voit, les idées, mais on ne s'en préoccupe pas. Elles glissent sur nous. Alors que quand on est physicien, on sait qu'une idée, c'est vachement rare. Donc, dès qu'on en voit une passer, donc ça ne marche pas. Mais quand on redescend après un sommet, par exemple, on est, je trouve, dans quelque chose une sorte de méditation. Chacun est dans sa bulle, tout en étant connecté à l'autre, et l'esprit divague et fait voir peut-être des choses qui renouvellent notre façon de voir le monde. Le monde est à découvrir de façon continuelle. Et c'est ce que vous ressentez quand vous marchez. Vous avez un besoin de marcher et de toujours découvrir le monde et de toujours aller à la recherche de vous-même et de raison de vous émerveiller et de vous persuader que le monde, les animaux, les fleurs sont des cadeaux qui nous sont faits. Oui, je peux dire ça d'une certaine façon. Quand on s'émerveille, on a le sentiment d'un privilège. On a le sentiment qu'être humain debout sur la terre, c'est un privilège parfois, pas seulement, hein, mais en tout cas le monde tel qu'il nous l'est donné à voir peut nous faire l'effet d'un privilège. Et
je ne sais pas s'il faut toujours de la nouveauté pour s'émerveiller. Je croyais ça, mais longtemps j'ai cru qu'il fallait de la surprise et de la nouveauté pour arriver à s'émerveiller. Et c'est vrai que pourquoi les gens voyagent? Eh bien parce qu'ils vont chercher la surprise et la nouveauté facilement. Et donc l'émerveillement facile, c'est d'aller voir des paysages nouveaux. Mais finalement, si vous avez l'habitude de marcher ou de vous promener même dans des endroits que vous connaissez, eh bien, il y a une joie qui est liée au fait de repasser par les mêmes endroits, de retrouver les mêmes endroits, parce qu'on ne les voit pas exactement de la même manière, parce qu'on les voit mieux, et parce qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues la première fois, ou bien parce qu'on voit de très légères modifications, des variations minuscules dans les lieux qu'on traverse. Et ça aussi, c'est émerveillant. Donc finalement, la surprise et la nouveauté ne sont pas les seules conditions d'émerveillement. Au contraire, il y a quelque chose qui est lié à la retrouvaille, à la reconnaissance et à la variation qui peut aussi être une source d'émerveillement. Je suis très contente de revenir à Chamonix régulièrement et de refaire certaines marches pour retrouver, et m'étonner pourtant, des variations minuscules. La pratique de la randonnée ou la pratique de la montagne conduit à la contemplation ou à la technique et surtout à la recherche de la perfection dans cette contemplation du monde ou dans la technique que l'on utilise. Et aujourd'hui, on voit des modifications du paysage qui sont dues à la main de l'homme avec là où des constructions qui peuvent éventuellement dénaturer la montagne, qui peuvent perturber l'harmonie de la campagne. Comment voyez-vous cette évolution de la montagne vers une modernité souvent déraisonnable? Alors, vaste question, hein. C'est une question politique. Hein. Non, moi, disons que moi je viens à Chamonix depuis, comme je l'ai dit, 40 ans. J'ai vu en effet des constructions plus nombreuses qu'auparavant, mais c'est pas ça qui me frappe le plus. Ce qui me frappe le plus, c'est tout le monde en parle, hein, c'est la fonte des glaciers. Enfin, j'ai vu la vallée blanche que j'ai prise en photo il y a 3 jours. J'ai comparé à la photo de l'an dernier et puis à des photos plus anciennes, et ça provoque en moi ce que certains appellent la solastalgie. La solastalgie, c'est-à-dire un sentiment pré-traumatique. C'est-à-dire le fait de percevoir que le paysage que l'on voit devant soi ne sera pas vu par nos petits-enfants comme nous le voyons. Et ça crée un rapport douloureux à tout ça. Et mon laboratoire au CEA, il est juste à côté du laboratoire des climatologues, qui sont des gens complètement dépressifs. Hein. Ah oui, parce que non, c'est important ce que je dis là. Un chercheur, c'est quelqu'un qui est heureux de faire des découvertes. Un physicien qui trouve une nouvelle particule, il est assuré d'un bonheur à vie. Sauf les climatologues, qui font des découvertes qui sont toujours pires que ce qu'ils croyaient. Non, mais et du coup, au CEA, on a dû mettre au point une thérapie psychologique pour les climatologues. Ah, ils sont bah oui. À chaque fois qu'ils découvrent quelque chose, ça aggrave le diagnostic précédent. Et si vous lisez le rapport du GIEC qui sort demain, la nouvelle version, vous verrez, il y a des choses vraiment... Et donc la montagne, je la vois plutôt comme un territoire menacé par l'activité humaine que par simplement les constructions. Je voulais simplement dire un truc à propos de ce qu'a dit Belinda, sur le fait qu'on revient toujours aux mêmes endroits. Moi, quand j'arrive à Chamonix, pour me remettre en forme, je fais toujours les mêmes randonnées. Chaque année, j'en fais 3-4 que j'aime. Et c'est une sorte de prière laïque qui se renouvelle comme on va à la messe, quoi. Et en littérature comparée, il y a aussi une évolution qui se fait dans le sens de la modernité et dans le sens de l'émerveillement. En ce qui concerne, vous avez beaucoup travaillé sur les mots et sur le choix des mots. Et est-ce qu'il y a un rapport entre ces travaux sur le langage
et l'émerveillement que vous avez devant les paysages de montagne ou de campagne. Est-ce que... Non, à vrai dire, c'est un tout autre sujet, mais un jour j'ai réalisé, on sort du sujet là, c'est pas grave. Un jour, une amie linguiste m'a fait remarquer que dans toutes les langues du monde quasiment, il manquait un mot. Et ce mot, c'est celui qui décrit le parent qui a perdu son enfant. L'enfant qui a perdu son parent, c'est un orphelin, mais le parent qui a perdu son enfant, il n'y a pas de mot pour le dire. Alors peut-être qu'en hébreu, il y a un mot, mais c'est la seule langue qu'on m'ait signalée depuis où existe ce mot du parent qui a perdu son enfant. Et ça m'a absolument estomaqué de réaliser qu'il y avait une expérience humaine capitale, plus vieille, aussi vieille que l'homme. On a perdu des enfants par dizaines, si je puis dire, pendant très longtemps. Donc cette expérience humaine fondamentale ne trouvait pas de mots pour être dite. Et à partir de ça, de ce constat, j'ai imaginé de faire un dictionnaire des mots manquants et d'interroger les écrivains, il y en avait 44, sur les mots qui leur paraissent nécessaires et qui ne sont recouverts, qui ne sont synthétisés, enfin, les domaines de sens qui ne sont synthétisés par aucun mot. Donc voilà, à partir de là, j'ai fait un dictionnaire des mots manquants, j'ai dirigé ce dictionnaire. Ensuite, par amusement, j'ai fait le dictionnaire des mots en trop, dans les mêmes conditions. Et puis pour finir, comme je suis une personne positive, j'ai fait le dictionnaire des mots parfaits. Et dans le dictionnaire des mots parfaits, évidemment, il y a des tas de mots qui sont liés à l'émerveillement. Mais voilà, donc ça c'est vraiment... Quand on est écrivain, évidemment, on est sensible à le matériau même avec lequel on fabrique nos livres et à la plus petite unité du langage, c'est le mot, plus petite unité signifiante du langage qui est le mot. Donc évidemment, c'était amusant de faire parler des écrivains, de faire écrire des écrivains sur ces mots. Et j'imagine que parmi ces mots, il y a le mot « temps », qui peut être beau ou mauvais. Et la notion de temps est aussi... la notion de temps s'impose en physique, mais aussi en montagne. Alors, vous voulez que je parle du temps physique ou du temps en montagne? Le temps en physique serait peut-être plus rassurant que le temps en montagne aujourd'hui. Disons que, déjà, moi j'admire beaucoup les alpinistes du passé. Je pense qu'il y a des personnages qui sont admirables par le fait que, quand on compare les moyens qu'ils avaient aux moyens que nous avons, on a du mal à comprendre comment ils ont pu escalader telle ou telle montagne. Je pense aux Cervin, à l'Eiger ou à d'autres. D'autant plus qu'ils ne connaissaient pas la météo, il n'y avait pas de prévision météo. Et je pense que nous, qui connaissons la météo, on bénéficie d'une sorte d'assurance, d'avantage, de confort, qui fait que la pratique de la montagne est quand même, quand on s'y prend bien, beaucoup plus confortable que celle qu'ils ont pu connaître. Moi, ce matin, j'ai cru qu'il allait faire beau aujourd'hui, par exemple. Comme quoi, il y a des surprises qui peuvent arriver très rapidement. Et pour ce qui est du temps physique, il faudrait que vous précisiez votre question, cher ami, parce que c'est un vaste sujet. Là, en ce qui concerne la marche, elle s'inscrit dans un temps qui peut être plus ou moins long. Et tout dépend aussi des conditions physiques de la personne qui marche. Parce que chacun va à son rythme et là où il souhaite aller. C'est justement l'avantage de la marche, c'est qu'Étienne Klein aura arrêté depuis longtemps de faire de l'alpinisme et du trail, tandis que moi, je continuerai à marcher. Parce que je veux une preuve. Non, la preuve, c'est juste que marcher, ça demande quand même... Enfin, on peut marcher très vieux. On peut moins faire ce que vous faites
très vieux. Donc la marche, c'est un exercice justement qui, comme on peut le moduler en fonction de sa forme, de son courage, de son état, etc., on peut le faire longtemps et facilement. Et surtout, en effet, il faut le faire longtemps. Parce que c'est bien joli de marcher 1 heure, mais ça ne met pas du tout dans le même état physique que quand on marche 5 heures ou que quand on marche 8 heures. Donc il y a vraiment quelque chose qui se modifie dans le corps et dans l'esprit, qui est lié justement à la persévérance dans l'effort. Alors en physique, en relativité, on parle du temps propre. Le temps propre, c'est le temps qui est lié à un référentiel. Et moi, je pense que dans la marche, on voit que chacun a sa marche propre, son tempo propre. Il y a une vitesse de marche qui nous est naturelle, qui dépend, je suis d'accord, de l'âge, mais moins que la vitesse de course. Et donc, on a une espèce de rythme propre qui se manifeste dans la marche. Et dès qu'on s'en écarte, on va trop vite, on va moins vite, ça va pas. On est mal réglé par rapport à sa dynamique interne. Le problème est celui d'une connaissance de soi-même. C'est de ne pas aller au-delà de ses propres limites. Disons les limites. Alors, à propos de l'ultra-trail, il y a tout un discours que moi, j'aime pas beaucoup, de la performance, d'aller au-delà de ses limites. Mais non, non, on va jamais au-delà de ses limites, c'est impossible. Et donc il faut plutôt présenter, quand on ne vise pas la victoire, ce qui est mon cas, il faut plutôt considérer l'ultra-trail comme une gentille balade avec soi, quoi. C'est une sorte de promenade, j'appellerais ça une promenade de santé, un peu longue, mais qui nous fait passer par des états qui rassemblent toutes les saisons de la vie, hein. Il y a des moments difficiles, il y a des moments où on a envie d'abandonner, et puis des moments où ça va mieux. Et moi, ce que j'ai appris grâce à l'ultra-trail, c'est une chose toute simple. C'est qu'on peut avoir mal, on peut avoir des douleurs qui sont liées à la répétition d'un effort. Et contrairement à ce qu'on pense, la continuation de l'effort qui a fait qu'on a mal peut abolir la douleur. Car on peut avoir mal, puis en continuant, ne plus avoir mal. Et là, j'ai appris depuis que le corps humain, dans l'effort et l'endurance, est capable de fabriquer des analgésiques naturels qui font que on peut avoir mal au genou et ne plus avoir mal au genou alors qu'on a continué. Et avant le départ, on a toujours mal partout. C'est psychosomatique. Donc, un jour, anecdote, je vais voir un ostéo de Chamonix parce que j'avais mal au genou. Je savais pas qu'il était lacanien. Alors j'arrive, je lui dis monsieur, j'ai mal au genou. Il me dit vous avez des problèmes de couple. En l'occurrence, c'était vrai parce que c'est toujours vrai. Hein. Mais pour lui, avoir mal au genou, c'était un problème d'articulation entre le je et le nous. Alors là, je suis allé voir un kiné. Hein. Je vais pas donner son nom. Voilà, c'est une belle histoire. J'espère que ça va mieux. Ah, ça va mieux, oui. Voilà. Est-ce qu'on a... Où a-t-on mal quand on dirige une collection aussi prestigieuse que Versant Intime? Nulle part, j'imagine. Il n'y a pas de douleur, il n'y a que du bonheur. Mais en fait, je suis toujours un petit peu embarrassé pour parler de montagne parce que, en écoutant Étienne et Benida aujourd'hui, et en dirigeant cette collection, je me rends compte au fil des années que je ne sais plus ce que j'éprouve moi-même sur la montagne entre ce qu'ils me disent et ce que j'éprouve moi-même. Il y a un moment où je m'approprie tout ce que les auteurs avec lesquels je travaille m'expliquent, me racontent. Et je suis un petit peu une espèce d'éponge qui, au fil des années, ressent ce qu'ils m'expliquent. Et c'est assez troublant de les écouter parce que la montagne est d'une richesse assez rare. Et le grand plaisir de cette collection, c'est que, comme le disait Étienne, en fait, la montagne, pour moi, est un point de départ, un petit peu comme un sentier qu'on va suivre, mais on se permet un petit peu de faire des variations. Et en fait, si on parle au début de la montagne,
On peut parler physique avec Étienne, on peut parler de beauté, on peut parler d'environnement. Et je crois que c'est ce qui fait la grande richesse de ce milieu. C'est d'une profondeur assez rare, qui se renouvelle constamment. Et voilà, franchement, il n'y a que du bonheur dans cette collection. À la rentrée, on va continuer avec un livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle Montagne humaine, un livre de Bernard Minier qui s'appelle Vallée Socrate. Et à chaque fois, j'explore non seulement des territoires littéraires, mais également des territoires personnels. Et je veux juste un petit peu revenir sur ce qu'ils ont dit tous les deux. Et quand on a parlé d'un effort au long cours et de persévérance et même de douleur, ce qui m'a frappé au fil des années dans les auteurs avec lesquels j'ai travaillé, c'est les analogies assez profondes pour beaucoup d'entre eux entre l'écriture et la marche. C'est-à-dire que, et aussi ce qu'Étienne expliquait sur une forme de douleur, en tout cas, moi-même je suis romancier, et je suis assez frappé de constater comment la marche entretient vraiment des étapes, des images qui sont extrêmement proches de l'écriture, et comment tous ces auteurs, en fait, en parlant de leur rapport à la montagne, parlent aussi de leur rapport très très intime à l'écriture, et comment les deux sont intriqués, comment quasiment dans le récit qu'ils me font de leur vie, il y a quasiment l'image de leur style. Enfin, c'est ça qui m'intéresse dans cette collection. Encore une fois, moi j'aime raconter des histoires, j'aime comme on raconte, et j'essaie de concevoir tous ces livres comme des récits un petit peu, je ne vais pas dire des récits dissimulés, mais il y a toujours en creux un autoportrait de la personne avec laquelle je travaille. Et encore une fois, cet autoportrait devient parfois le mien parce que il y a une vraie porosité entre l'intervieweur et l'interviewé. Voilà, je ne sais pas ce que les deux auteurs qui sont là en pensent, mais c'est un dialogue dans lequel moi je m'enrichis énormément et je finis par ne plus savoir ce que je pense de la montagne. C'est quelque chose qui est extrêmement frappant et extrêmement troublant au fil des titres. Non, je trouve formidable tout ce que tu viens de dire, Fabrice, parce que c'est l'illustration exemplaire de à quoi servent les livres. Pourquoi est-ce que nous lisons des essais et de la fiction? Franchement, on a autre chose à faire de plus sérieux, mais non. Parce que les livres nous permettent de nous accroître. Vous vous rendez compte que si on vivait chacun que notre propre expérience, elle est tellement limitée dans le temps, dans l'espace, dans notre milieu, parmi les gens qu'on connaît, bref. Notre pauvre expérience ne serait pas grand-chose. Et nous avons vraiment besoin de la littérature pour nous accroître de toutes les expériences des autres. Alors ça, je le dis depuis des années, mais Fabrice, en disant que quand il marche, il vit non seulement sa propre expérience de la montagne, mais que maintenant il vit aussi les expériences des autres à travers les livres. Bon, il se trouve qu'il les a fait faire, mais il aurait pu se contenter de les lire. Donc c'est le témoignage exact de à quoi sert la littérature. Elle sert à nous accroître d'expériences qui ne sont pas immédiatement les nôtres, mais dont nous nous enrichissons par la lecture. Merci de cette démonstration. Elle s'inscrit aussi dans le partage et la transmission. Et c'est de la littérature ascensionnelle, pourrait-on dire. Non, mais moi, je suis pas un écrivain, je suis un écrivant. C'est-à-dire, j'utilise l'écriture pour transmettre des connaissances. J'essaie de le faire avec un style qui soit agréable, mais c'est pas la même chose qu'être un écrivain qui essaie d'inventer une langue, une façon de dire qui soit originale. Mais je sais plus qui disait la littérature est nécessaire parce que la vie ne suffit pas. Et ben moi, je pense que la montagne est nécessaire parce que la plaine ne suffit pas. Voilà. Et d'ailleurs, j'en parle un peu dans le livre, mais bon, moi j'ai une certaine fascination pour les jeunes physiciens qui ont mis sur pied la mécanique quantique dans les années 1920, des gens qui avaient très peu de données, ils savaient que la physique classique ne marchait pas pour décrire le comportement de l'atome, mais c'est un peu comme les pionniers de l'alpinisme. Ils n'avaient pas de matériel, ils avaient très peu de données empiriques, et ils ont mis sur pied une nouvelle physique incroyable. Ils avaient entre 20 et 25 ans. Je pense à Heisenberg, Dirac, Pauli, Einstein était plus vieux, Schrödinger, etc. C'est des gens qui faisaient de la montagne.
tous. Fermi, il testait les jeunes gens qui recrutaient dans son équipe en leur faisant grimper des montagnes des Dolomites ou d'ailleurs, et il leur posait des cols de physique, mais aussi testait leur compatibilité de caractère. Et je me suis demandé, et je n'ai pas la réponse, si c'était un effet de la mode de l'époque ou s'il y a un tropisme particulier qui fait que les physiciens théoriciens, en l'occurrence, sont attirés par les montagnes. Il y a eu un numéro de Philosophie Magazine, on en a parlé avec Fabrice, qui classe les systèmes philosophiques auxquels on adhère en fonction des types de paysages qu'on aime. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais le classement est le suivant. Les Nietzschéens aiment les alpages. Quand il y a de l'herbe, il y a des cloches, enfin, je veux dire, il y a des vaches, il y a des fleurs, etc. Les Kantiens, c'est au-dessus. C'est les arêtes effilées, il n'y a plus de végétation, c'est l'amour du concept. Et puis, les stoïciens, ils sont plutôt bord de plage, etc. D'accord ? Voilà. Ben, moi, je pense qu'il y a d'ailleurs un très beau texte de Terray, Lionel Terray, qui dit, alors je ne le connais pas par cœur, mais il écrit en gros, moi j'ai beaucoup aimé la montagne, mais mon rêve c'est de vieillir dans les alpages. Donc il est passé du stade kantien au stade nietzschéen, ce qui n'est pas forcément une chute. Mais il n'a pas forcément eu le temps d'aboutir sa réflexion. Non, il est tombé avant. Est-ce que vous auriez des questions à poser à nos invités, Belinda Cannon, Étienne Klein et Fabrice Lardreau? Oui? Oui, moi, je voulais juste, en vous écoutant, il me semblait que vous dissociez les états qu'on traverse dans l'ascension en montagne, qui pour moi sont extrêmement similaires aux états qu'on traverse dans une recherche de pensée. C'est ce que j'ai trouvé fabuleux dans le livre, c'est que vous relatez au travers de la montagne des états intérieurs qu'on traverse aussi dans la recherche. C'est comme si la montagne est le lieu où notre vie intérieure épouse la vie extérieure. D'ailleurs, madame, vous parliez d'une absence d'observateur à un moment donné, où on se vit simultanément en tant qu'onde et particules, une unité profonde. Et aujourd'hui, dans votre discours, j'entendais que vous dissociez les deux. Disons que quand je grimpe, moi je ne pense pas du tout à l'écriture, ni à la recherche. Mais après coup, j'écris. En général, j'écris après avoir fait une course, j'écris. Et la comparaison que vous faites, elle peut se dire de la façon suivante. Les gens qui escaladent des montagnes pour la première fois, qui cherchent une voie, sont en effet dans une démarche d'approfondissement, de quête, de curiosité. Et moi, je cherche, ma recherche, c'est plutôt de chercher des façons de dire. Et quand vous écrivez un livre sur la physique, ça peut être la physique quantique ou la cosmologie, le langage naturel de la physique, c'est les équations. Et ça, c'est pas très vendeur. Et donc, il faut essayer d'imaginer ce que les équations diraient du temps, par exemple, si elles pouvaient parler. Donc, c'est un travail de recherche de la bonne façon de dire, comme en montagne, on cherche un bon itinéraire, par exemple. Et je n'irai pas au-delà de cette comparaison. Oui. D'autres questions? Oui, Bernard? Oui, je souhaitais demander à Belinda Cannon comment elle classait le sublime, comment elle voyait le sublime dans ces catégories de l'émerveillement. Eh bien, je dirais que le sublime, c'est un peu à l'opposé de l'émerveillement.
modeste dont je parle, c'est-à-dire que le sublime est lié au fait que l'objet considéré est merveilleux. Il est sublime. C'est pour ça que la montagne, d'ailleurs, souvent relève plutôt du sublime que de l'émerveillement. C'est-à-dire qu'elle est en elle-même sublime. Pour ressentir l'émerveillement modeste, il faut être dans la bonne disposition. Vous voyez une jolie lumière sur la haie. Si vous n'êtes pas dans la bonne disposition intérieure, vous ne voyez rien et vous ne vous émerveillez pas. Quand vous êtes devant l'objet sublime, quel que soit votre état intérieur, l'objet vous appelle. Et donc là, on change de catégorie. C'est l'objet lui-même qui est merveilleux et ce n'est pas juste le regardeur qui est dans la bonne disposition pour le saisir. Et puis le sublime, vous savez que le sublime, c'est aussi lié à l'effroi. C'est pour ça que la montagne est sublime, parce qu'elle est non seulement merveilleusement belle et impressionnante et splendide, mais aussi elle fait peur, elle suscite l'effroi. Et elle a longtemps suscité l'effroi. Avant les premiers montagnards de la fin du 18e, du 19e, la montagne faisait peur. Tout simplement, c'était un endroit qui terrifiait. Donc, dans le sublime, c'est une notion vraiment très intéressante parce qu'il y a les deux. Il y a la splendeur du monde, mais il y a aussi l'effroi qu'il suscite en nous. Donc voilà, là, on dépasse l'émerveillement simple ou l'émerveillement même. Voilà, et le dépassement de soi-même et le dépassement de sa peur. C'est peut-être justement dans le sublime et dans la manière d'être capable de se situer face au sublime que se trouve la réponse à la question pourquoi a-t-on en montagne un sentiment d'élévation ou au contraire un sentiment d'écrasement selon la face que l'on voit. Non, j'y réfléchirai. On y réfléchira. Non, mais il y a ce texte de Chateaubriand, je pense que tu le connais, parce que Rousseau dit quand on grimpe, on s'élève physiquement et spirituellement. Et Chateaubriand, qui est venu à Chamonix en 1800, je ne sais plus combien, est monté au Montanvert et il a écrit un texte incroyable en disant c'est quoi ces foutaises là? On a mal partout, on en chie un max, c'est moche, on voit rien. Tu connais ce texte? Enfin, c'est Chateaubriand, quoi. À part Saint-Malo. Voilà. Je dirais que vous avez donné une version intellectuelle de la montagne. Et alors, bon, si le propos c'est de parler de l'alpinisme uniquement, parce que l'alpinisme c'est une invention de Jean de la Ville. Et donc moi j'ai commencé à faire de la montagne. Et puis un jour, je suis revenu en Corse et j'ai passé beaucoup de temps avec les bergers. Et puis, je me suis dit finalement que c'était plus important. Bon, je suis un modeste montagnard. Hein, et que c'était plus important le temps que j'avais passé avec eux que finalement faire un sommet. C'est très vrai ce que vous dites. Il y a un endroit où je vais tous les ans et c'est un plaisir renouvelable et durable puisque c'est à la mode. C'est-à-dire qu'on peut retourner au même endroit. Et avec les bergers, en Corse. Pardon, c'est dans la vallée de la Restonica justement. Et j'ai eu une conversation j'ai passé du temps chez un berger, c'est-à-dire un mois, même aller chercher les chèvres. Et je discutais avec lui le soir et il me disait des choses assez étonnantes. Et je savais qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et moi qui avais été à la fac, bon, pour moi, quelqu'un qui est illettré, c'est quelqu'un qui était demi-idiot. Et je me disais que lui, sans aucun bagage intellectuel ou livresque, simplement en observant, il avait compris des choses que d'autres... parce que nous, on a la tête bourrée, d'autant plus aujourd'hui où il y a des multitudes de choses qui arrivent de tous les côtés. Et lui, il avait compris pas mal de choses. Et finalement, ces moments passés avec les bergers sont plus importants. Et alors, une autre anecdote aussi, c'est que je venais d'avoir le bac et je suis parti en montagne en Corse. Et j'ai rencontré deux bergers, deux frères qui transhumaient sur un col.
qui est assez connu encore. C'est une transhumance assez particulière entre Galéria et le Niol. Il passe par 2 cols assez escarpés. Et moi, j'étais évidemment exalté de rencontrer des bergers, puis les chèvres, corses en particulier, c'est quelque chose. Et eux, ils n'étaient pas du tout ravis. Ils m'ont pris, ils m'ont dit, mais lui, il délire. Et après, j'ai su qu'ils allaient à une bergerie où ils passaient l'été. Et tous les jours, ils devaient partir à 1h de l'après-midi, rassembler leurs troupeaux sur une face sud, donc très chaude, très rocheuse. Et pour eux, partir en montagne, c'était quelque chose de... C'était une épreuve. Et donc nous, notre vision de la montagne idyllique, c'est que voilà, c'est que nous essayons de partir en montagne quand il fait beau, on regarde la météo. Mais le berger, en automne, quand il doit rassembler son troupeau, il y a les premières neiges, il n'y a plus de touristes qui trouvent ça merveilleux. Et il doit porter ce poids qui est très fort, puisqu'il y en a qui se sont tués aussi. C'était pas vraiment une question, mais moi je crois pas avoir une version intellectuelle de la montagne et ni considérer que c'est toujours sublime, etc. D'autre part, je sais, grâce à mon service militaire, qu'on peut être illettré et avoir un discours très intelligent. Dans ma chambrée, il y avait 3 gars qui étaient illettrés, qui m'ont appris plein de trucs. Donc je me méfie de ces catégorisations trop hâtives. Et ce que vous dites, ça me fait penser à ce qui s'est passé hier à Valorcine. Il y a eu un concert de violon, violoncelle, etc., de cordes. Et il y a des gens à Valorcine qui ont retrouvé des vieux films qui montrent la vie à Valorcine à différentes étapes du XXe siècle. 1940, non, un peu 1950, 60, et ils ont filmé la vie des paysans de Valorcine, qui montent les vaches dans les alpages, qui font les moissons, etc. Et on devine que ces gens ont une activité physique incroyablement intense, qui vont sans doute pas faire les sommets, et qu'ils ont une connaissance de la montagne complètement différente. Mais je ne les opposerai pas. Quand on grimpe dans les refuges ou dans les alpages, on discute avec des gens qui habitent là et la connexion se fait très bien. Je n'ai pas l'impression que ce soit deux façons complètement antagonistes de penser le même paysage. On rencontre souvent dans la montagne des gens qui ont vraiment la science du mot juste et qui ont une explication du monde qui vaut celle de bien des gens instruits. Oui, c'est sûr. Si, oui, une question de Denis Pivot. Dans votre livre, j'ai bien aimé le passage quand vous parlez du vide. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre le vide du physicien, le vide qui est ressenti par un touriste lorsqu'il s'approche d'une falaise, et ce que les alpinistes appellent le gaz? C'est drôle comme question parce que j'ai eu la chance de déjeuner avec Belinda et on a parlé de ce livre de Sartre qui s'appelle L'être et le néant. Parce que Belinda, dans son livre, elle cite un texte de Simone de Beauvoir qui raconte ses randonnées, son plaisir à marcher en montagne. Et à mon avis, Simone de Beauvoir n'a pas beaucoup parlé à Jean-Paul Sartre de la montagne. Parce que dans L'être et le néant, qui est un livre de 600 pages qu'à mon avis personne n'a lu, c'est de la gnose, c'est du sous Heidegger. Il y a un chapitre sur le vertige, sur ce qu'il appelle la peur du vide. Et en le lisant, on comprend que la montagne la plus difficile qu'a dû gravir Jean-Paul Sartre, c'est la montagne Sainte-Geneviève par la face sud avec du vent dans le dos. Parce que il dit, voilà, qu'est-ce que c'est que la peur du vide? Alors il prend l'exemple d'un alpiniste qui est sur une arête ou sur une corniche qui a peur du vide. Alors qu'est-ce que ça signifie? Que l'alpiniste se sait libre et il a peur que sa propre liberté le pousse à se jeter dans le vide. C'est un peu con, non? Bon.
Alors plus sérieusement, oui, c'est marrant parce que ce que les alpinistes appellent le vide, c'est ce dans quoi ils peuvent tomber. Or, au-dessus de leur tête, il y a un air qui est beaucoup plus raréfié qu'en dessous. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul, quand vous êtes à 5000 mètres, au niveau de l'équateur, si vous allez de là où vous êtes jusqu'à la Lune, et vous posez sur la Lune, vous traversez moins de matière que si vous tombez de 5000 mètres. Donc l'expression « le gaz » est plus appropriée puisque le vide dont on parle est plein d'air. Et simplement, la gravitation polarise notre rapport à l'espace et du coup, on a tendance à considérer que c'est elle qui oriente le rapport que nous avons avec l'altitude. Mais en fait, on tombe jamais dans le vide, on tombe dans le gaz. Et on tombe dans un gaz de plus en plus dense. En plus, même si vous retirez l'air, ça c'est la physique qui le dit, le vide quantique, il est plein de particules virtuelles. Il est plein de bosons de Higgs. Donc j'avais dit à mon copain guide, si tu as un client qui a peur du vide, tu lui dis que le vide est plein de bosons de Higgs et ça va le rassurer. Il m'a dit que ça ne marchait pas. Non mais voilà, la question que vous posez, on pourrait en parler des heures parce que dans les dictionnaires, on définit le vide comme étant ce qui reste quand on a tout enlevé. Oui, mais quand on a tout enlevé, il ne reste plus rien. Or, le vide, c'est pas rien. Donc, cette définition doit être corrigée en le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et donc, vous devez ensuite considérer ce qu'est le vide à partir des théories physiques qui sont votre référence, qui vous disent ce qui existe et ce qui, dans ce qui existe, peut être retiré. Et ce qu'on peut pas retirer, c'est le vide, qui dépend de la théorie. Le vide de la mécanique de Newton, c'est pas celui de la physique quantique, c'est pas celui de la relativité générale, de sorte que les physiciens aujourd'hui, ils travaillent avec plusieurs vides. Il y a le vide de la relativité, il y a le vide de la physique quantique, ce qui pose des problèmes, parce que s'il y a plusieurs vides, ça veut dire qu'il y en a un qui est contenu dans l'autre, qui du coup n'est pas vide. Donc l'affaire n'est pas close. Autre question ? S'il n'y a pas de questions, je voudrais quand même signaler le livre de Fabrice Lardreau, La ville rousse, qui est une fable qui nous éloigne de la montagne, mais qui nous met face aux contraintes qui se posent avec l'évolution de la société et l'évolution du monde. On s'éloigne beaucoup de la montagne. C'est un roman dans lequel qui est né d'une discussion avec une amie qui habite Londres, qui m'avait expliqué que 10 000 renards vivent à Londres. Et l'image m'avait frappé parce que j'associais le renard à la sauvagerie, à la nuit. Et j'étais très étonné que des renards vivent en ville. Et voilà, donc j'ai imaginé une ville qui s'appelle Lutetia, dans laquelle se construit un grand métro, et qui à son tour est envahie par les renards. Voilà, c'est un peu compliqué, envahi par la pluie. Voilà, donc on s'allume un peu. Cela étant, tout à l'heure on parlait un petit peu de deux visions de la montagne. Moi, je suis aussi bien fasciné par la montagne que par la ville. Et d'une certaine façon, dans ce roman, mais comme dans ma manière de vivre la ville, j'ai toujours trouvé que les habitations, que les immeubles étaient une forme de relief assez étonnant, et que la ville était également un milieu dans lequel on pouvait se perdre, dans lequel la question de l'humanité et de la sauvagerie se posait. Et voilà, c'est un petit peu ce que dans cette histoire, avec des renards, j'ai essayé ma façon de poser d'une façon très différente de la montagne. Merci Fabrice. Je pense que, vu le temps, on va pouvoir conclure et remercier nos invités, Belinda Cannon, Étienne Klein, dont je rappelle le titre des ouvrages, La forme du monde aux éditions Artaud, mais aussi Le sentiment de l'imposture, qui est un essai qui nous apprend à vivre, je trouve, et puis surtout ce texte merveilleux, qui s'émerveiller, qui nous apprend à contempler le monde et à nous étonner à chaque pas que l'on peut faire. Et puis Étienne Klein, donc Psychisme ascensionnel, toujours dans la collection Versant intime. Et puis un classique maintenant, en cherchant Majorana. Et puis pour passer un bon moment, les anagrammes renversantes, Le sens caché du monde. Et là encore, c'est un pur moment de bonheur. Donc nous avons, malgré le mauvais temps, malgré le froid, trouvé quand même quelques raisons de nous étonner et de trouver quelque part le sublime. Et ce sublime, il se trouve peut-être en montagne, mais il se trouve aussi dans les livres. Voilà, merci.